fin de matinée du dimanche dernier, une marée humaine composée essentiellement des Jeux de Cotonou a pris d'assaut l'esplanade de l'Amazone. Objectif de cette sortie, lire une motion de remerciement à l'endroit du gouvernement de la rupture et principalement à l'endroit de son chef. Pour en parler, Madame, Messieurs, nous recevons pour vous l'honorable Chantal Ahi, députée BR de Cotonou, même marraine de la plupart des associations réunies au sein de cette jeunesse dénommée Fierté 229. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur le Grand Oral que nous animons depuis le studio Aboulaye Biotchane. Mesdames, Messieurs, comme c'est la tradition ici chez nous, c'est M. Akilou Yakoubou qui anime cette émission avec moi. Je dis Akilou, bonsoir. Bonsoir, chers confrères. Bonsoir, honorable. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, député, vous êtes, si je le dis bien, la marraine des jeunes qui sont sortis dans la fin de la matinée du dimanche dernier pour lire une motion à l'endroit du gouvernement de la rupture et principalement pour dire merci à son chef, le président Talon. Et cette idée, elle vient d'où? Bien, merci beaucoup. Je voudrais déjà, à l'entame de mes propos, avoir une pensée pieuse pour l'autre jeunesse qui, à la recherche d'une situation personnellement meilleure, parce que c'est une décision personnelle que de prendre, d'embarquer à la recherche d'une réalisation de soi. Vous me permettrez d'avoir une pensée pieuse pour ces jeunes âmes qui ont perdu la vie dans le naufrage, ce qu'il est convenable d'appeler le naufrage en haute mer. J'espère très sincèrement que les autres jeunes qui sont encore là, j'espère qu'ils prennent conscience et qu'ils sachent que ce ne sont pas tous les risques qu'il faut prendre. Là, c'est le cœur de mère qui intervient. Nous avons mal au cœur de savoir nos enfants dans des risques qui les amènent à perdre la vie. Donc, mes pensées pieuses vont à ces âmes et surtout mes encouragements, mais à ma compassion à leurs parents. Oui, effectivement, le dimanche 19 mai, jour de Pentecôte, où nous connaissons tous le symbolisme qui s'attache à la fête de Pentecôte, où on parle d'Esprit Saint, où la frange de la population qui est d'obédience catholique. Je peux me permettre d'évoquer ce sujet-là ici parce que j'ai pleine conscience de la laïcité de la République du Bénin. Une laïcité que je salue parce que les religions vivent les unes à côté des autres en totale harmonie, en totale cohésion. Je voulais juste d'abord parler du symbolisme qui est attaché à cette manifestation qui a eu lieu à la place de l'Amazone le 19 mai. Si vous avez fait attention, sur une des bâches tenues par la jeunesse, par les jeunes, il est écrit « La jeunesse éclairée a tout compris ». Éclairée pour moi, ce jour-là où, parlant d'Esprit Saint, on parle de lumière, on parle d'éclairage, on parle de force, on parle de guide. Je pense que le symbolisme en était vraiment très fort. Que s'est-il passé? Ce n'est ni plus ni moins
un regroupement spontané de jeunes qui étaient après un constat de leur environnement immédiat, la ville de Cotonou, de leur parcours estudiantin et toutes les difficultés y afférentes il y a quelques années et qui sont devenues aujourd'hui des facilités. J'en veux juste pour preuve la digitalisation et la dématérialisation des services qui aujourd'hui leur facilitent la tâche aux étudiants. Quand il est question de fournir des dossiers, de produire des dossiers, ils savent aujourd'hui qu'avec le gouvernement, avec les actions du gouvernement, surtout dans le domaine du numérique, ils ont énormément de facilités. Tous ces constats, ils ont fait un certain nombre de constats qui embrassent tous les secteurs de la vie, de notre vie au quotidien, de la vie sociale. C'est de ce constat qu'ils ont décidé de se regrouper et de dire une motion de reconnaissance à l'endroit du gouvernement et de son chef par rapport à tout ce qui se fait et tout ce qui est fait. Et donc, ce n'est ni plus ni moins qu'un regroupement pour dire une motion de reconnaissance à l'endroit du chef de l'État, M. Patrice Talon, et son gouvernement pour les œuvres et les efforts inlassables qu'ils n'ont de cesse de faire pour la construction nécessaire de notre pays depuis 2016. Madame, nous avons notre équipe qui était sur place et nous avons constaté que le regroupement lui-même a été fait dans un premier temps à la place, au palais des congrès. Puis il y a eu cette marche qui dit pas son nom, qui a convoyé les jeunes à l'esplanade. Pourquoi cette parenthèse de marche? Pourquoi les jeunes ne pouvaient-ils pas se voir directement à l'esplanade et il a fallu se regrouper ailleurs? Merci beaucoup. Merci. C'est une très très belle question et qui me permet de saluer ici les organisateurs de ce regroupement, de cet acte, de cet événement. Là encore, il me plaît de parler d'éclairage. Il me plaît de parler de conscience, de prise de conscience, de la matérialisation de la conscience qu'ils ont, de l'environnement dans lequel ils vivent et des astreintes qui sont liées justement à l'entretien et au maintien de cet environnement. Il n'est un secret pour personne que là où devront se regrouper 2000 jeunes, plus de 2000 jeunes, puisque sur cette place de l'Amazone, il y avait une rutilante de plus de 2400 jeunes le dimanche 19 mai 2024. Ils ont juste trouvé que c'était plus simple d'organiser, de faire un premier point d'étape sur l'esplanade du Palais des Congrès. D'abord de se regrouper là, pour être sûr de maîtriser les questions de sécurité en leur propre sein, pour être sûr de maîtriser les différentes étapes de l'organisation de l'événement par eux-mêmes, pour être sûr que ceux qui étaient invités, que ce soit ceux-là qui étaient sur l'esplanade, qui seraient sur l'esplanade de l'Amazone. Et donc, dans un premier temps, c'est pour cela qu'ils ont préféré faire cette halte devant le premier regroupement sur l'esplanade du Palais des Congrès. Et ensuite, il leur fallait trouver un lien ou comment faire pour accueillir les aînés qui venaient se mettre à leur côté pour réceptionner leur motion. C'est de cela qu'il était question. Et puis, vraiment pour faire plus simple, la propreté qui est entretenue au niveau de la place de l'Amazone, ils n'ont pas voulu entacher, ils n'ont pas voulu enfreindre, ils n'ont pas voulu salir cette zone-là. C'est pour cela que en 30 minutes, puisque la suite des événements, une fois que le cortège s'était ébranlé,
Nous avons fait une dizaine de pas maximum, parce que tout le monde connaît la distance qui sépare l'esplanade du Palais des Congrès de l'Amazone. Une fois que nous avons fait, que le cortège s'est ébranlé vers la place de l'Amazone, le reste de l'événement, ça a été 30 minutes top chrono. Et donc là, bon, c'est un choix d'organisation que les jeunes ont fait et qui nous paraît assez intelligent, parce qu'ils observent bien ce qui se passe dans le pays. Honorable, pourquoi cette jeunesse de Cotonou? Est-ce que c'est seulement la jeunesse de Cotonou qui est mieux éclairée, comme vous le dites, ou bien c'est parce que vous avez voulu vous limiter au niveau de votre circonscription électorale? Alors déjà, ce n'est pas la jeunesse de Cotonou seulement. Là, c'est vrai, vous avez là, quand je dis 2419 exactement jeunes présents dans un élan tel un seul homme pour dire une motion de reconnaissance. Vous imaginez bien que toutes les cibles, toutes les catégories, étudiants, élèves, apprentis, artisans, même entrepreneurs, tout le monde ils étaient tous présents dans chacune des cibles. Il ne nous vient même pas à l'esprit de dire que seule la jeunesse du littoral est éclairée. Non, pas du tout. Il ne s'agit pas non plus d'une restriction juste au niveau du département du littoral, parce que étaient présents les 13 arrondissements de Cotonou et périphérie. Les 13 arrondissements de Cotonou et périphérie. Donc, vous voyez d'ores et déjà qu'il n'était pas question de ma circonscription électorale, mais il était question d'une jeunesse qui avait une envie, après avoir fait un constat, de dire sa reconnaissance pour ce qui est fait. Et quand quelqu'un s'organise, quand un groupe donné s'organise pour dire une reconnaissance, c'est qu'il attend qu'on aille encore plus loin. Et donc, certainement que ce que nous n'osions pas faire à nos âges, en tout cas à l'âge où eux ils sont aujourd'hui, ils ont réussi à le faire, et c'est en cela que je trouve que c'est une jeunesse éclairée. Et donc, pour moi, je suis sûre que c'est un début de quelque chose. Donc, à suivre. Oui. Et nous, sur le terrain là-bas, au cours des questions et réponses à certains jeunes, on a pu comprendre qu'il y en avait de l'EPR, même des LD, jeunes, étudiants et paysans, sans parler de Moël Béné et consorts. Curieusement, quand il est question de recevoir la motion, c'est Aouda Biotchane qui est ministre d'État, comme un certain Robin Walaï. Pourquoi ça n'a pas été Robin Walaï et ça a été le BR, le patron du BR, Aouda Biotchane, pendant que tout le monde sait que vous êtes BR? Est-ce que vous avez fait dans la récupération ou vous avez coûte que coûte tenu que ça soit quand même un mouvement BR? Merci infiniment. Alors, entendons-nous bien, un regroupement pour dire une motion de reconnaissance à l'endroit du gouvernement et dans ses actions et de son chef. Qui mieux que le ministre d'État, Abdoulaye Biotchane, pour réceptionner cette motion? On a bien dit ministre d'État en charge de la coordination et de l'action gouvernementale. Il a été abondamment question de l'action gouvernementale. Il a été abondamment question de constats, donc de toutes les infrastructures, de toutes les avancées notables que ces jeunes ont constaté que ces jeunes vivent au quotidien, surtout dans Cotonou. Et donc, ça a été tout à fait normal pour eux et pour moi que ce fut le ministre d'État Abdoulaye Biotchane qui vienne faire cette réception. C'est vrai que nous avons servi un peu de raccourci. Et ce n'était pas mu par notre appartenance à une bannière politique. Non, c'était mu juste par, quand on parle des actions du gouvernement, c'était normal que celui qui coordonne ces actions-là, ce fut lui qui soit présent ce jour-là. Donc, bon, voilà, et encore, c'est bien que vous rapportiez que c'était un regroupement de plusieurs jeunes, de jeunes de plusieurs obédiences, si je puis m'exprimer ainsi.
c'est cela même qui a justifié le fait que nous ayons été là. Parce que quand on voit, parce que ça aurait été que des jeunes du bloc républicain, on aurait dit les jeunes du bloc républicain, parce que appartenant à la mouvance, veulent encenser le gouvernement. Ça aurait été des jeunes de l'UPR, on aurait dit pareil. Mais là, tel que vous l'avez dit, vraiment, ça vient apporter tout son lien, ça vient apporter tout son grain à moudre à ce qui s'est passé ce jour-là sur la place de l'Amazone, et c'est vraiment heureux. En tout cas, comme je le dis, j'espère très sincèrement que c'est le début de quelque chose, et j'encourage ces jeunes-là, et je salue au passage le comité d'organisation qui n'a ménagé aucun effort. Croyez-moi, je peux vous dire que ça fait 2 semaines qu'ils se sont attelés à cette organisation, et ça fait 3 jours qu'ils dorment pratiquement sur les 2 sites pour être sûr qu'avec des répétitions, avec des simulations, et ça, je pense qu'on a de la relève qui arrive, on a de la relève qui arrive. Madame, honorable, je voudrais un éclaircissement par rapport à ce que j'ai vu sur l'une des bannières, Fierté 229. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais alors, Fierté 229 on avait voulu en faire un mouvement de communauté depuis 2020, à la veille des élections communales à Cotonou. Parce qu'il n'est un secret pour personne que le bloc républicain, en tout cas à travers ces jeunes, à travers ces forces vives dans le littoral, que nous avions mis les petits plats dans les grands pour pouvoir être à la tête de la ville de Cotonou. Et donc, pour nous, la première chose qu'il fallait d'abord commencer à mettre en avant, c'est notre fierté d'appartenir à cette communauté-là qui voulait diriger Cotonou. La deuxième chose pour laquelle Fierté 229, c'est tout ce que nous voyons qui changeait dans notre environnement immédiat à Cotonou. J'en veux pour preuve tout simplement la haie vive et la rue qui vient du carrefour Kadiaoum pour entrer dans la haie vive. Moi, je suis née pas loin de cette zone-là. Avant, c'était une zone qui n'était pas praticable. Aujourd'hui, il arrive que moi-même, je m'y perde. Il arrive que je m'y perde. Et donc, quoi de plus normal quand nous voyons quelque chose qui est beau, quand nous voyons quelque chose qui est pratique, qui arrache admiration. Et nous voyons même que ça n'était même pas fini de ces œuvres-là, et qui arrache même l'étonnement et la surprise des étrangers qui arrivent. Nous sommes de Cotonou. Nous sommes fiers de faire partie de cette équipe-là qui insuffle ce changement-là dans le pays, des changements visibles parce que ce n'est pas virtuel. Ça se voit. Nous sommes heureux de devoir échanger, de devoir expliquer comment les choses se passent. Nous sommes heureux d'être partie prenante et totalement nous assumons ce changement-là que notre ville tant aimée, la ville qui nous a vu naître, que ce changement que cette ville aborde. C'est pour cela que nous avons lancé ce mouvement de communauté qui était Fierté 229. Comment Fierté 229 pourra impacter d'autres villes qui souhaiteraient aussi accueillir un tel mouvement? Bah, écoutez, je pense que c'est pour cela que je dis, attendons la suite, wait and see, parce que les jeunes du littoral ont donné le top. Ont donné le top. Moi, en tant qu'aîné, en tant qu'élu de la nation, je ne sais que lancer un mot d'exhortation à l'endroit des autres jeunes de notre pays, pour leur dire que nous n'avons pas dit fierté littorale, nous avons dit fierté 229 et que le 229 embrase 77 communes, le 229 embrase 12 départements et que nous pensons que la jeunesse qui voit, la jeunesse qui entend, la jeunesse qui vit les changements, la jeunesse qui commence à avoir de l'espoir parce que tout est fait pour pouvoir sécuriser son avenir, la jeunesse qui commence à avoir envie de sortir de la précarité, la jeunesse qui commence à établir une véritable relation entre la formation et l'employabilité à travers les différentes
dispositions que prennent le gouvernement et son chef, que cette jeunesse-là ne tardera pas à dire sa vérité à la face du monde. Très bien, honorable député, tout à l'heure, vous avez parlé, du moins parlant des réalisations vivantes que tout le monde voit, qu'il ne s'agit pas de réalisations virtuelles. Mais il y a un autre aspect qui n'est pas non plus matériel, c'est la cherté de la vie. Vous êtes une mère, comment vous vivez cette cherté de la vie dans le même moment, des jeunes nous remercient quand même le chef d'État pour ses efforts. Qu'est-ce qui va marcher? Comment vivons-nous cette cherté de la vie aujourd'hui? Ben, écoutez, merci beaucoup de me poser cette question parce que bon, ça me donne l'occasion de me prononcer sur la question. Nous pouvons dire que la cherté de la vie fait partie des expressions en vogue en ce moment parce que c'est assurément ce que nous vivons tous, c'est assurément ce qui se dessine à la fin de la journée dans les foyers et dans les familles, mais en même temps, pour moi, cherté de la vie et panier de la ménagère sont des expressions, c'est vrai, qui sont basées dont la matérialité est basée sur des indicateurs sociaux, des indicateurs économiques. Mais en même temps, à la fin de la journée, c'est que il faut se poser la seule et unique question de savoir, est-ce que après tout ce qui est fait, est-ce que l'indice de bonheur, est-ce que la société en est heureuse? Est-ce que tout le monde en tire un maximum de bénéfices, de dividendes à la fin de la journée? Parce que c'est cela qui compte pour les populations. Quand nous parlons de cherté de la vie, c'est vrai que le gouvernement du Bénin et les gouvernants actuels, en l'occurrence le président de la République, n'a pas demandé que se déclare en Ukraine une guerre. Ça, c'est d'un. La deuxième chose, le gouvernement actuel et son chef n'ont pas demandé que la conjoncture internationale qui bat son plein, entre-temps avec le passage de la Covid-19 qui a laissé quelques traces, avec surtout principalement pour notre pays, le Nigeria qui a gardé pendant longtemps ses frontières fermées et quelques autres aléas liés à la communauté des pays de l'Afrique de l'Ouest, nous pensons que c'est un ensemble d'éléments qui viennent influencer le pouvoir d'achat de tout Africain, de tout occidental, où qu'on soit. Donc, ce n'est pas cette cherté de la vie. Le panier de la ménagère ne se retrouve pas impacté seulement de façon difficile, seulement qu'au Bénin. Non, c'est partout pareil. La cherté de la vie au Bénin, oui, on le conçoit, on l'entend. Mais, il y a un mais. Quand des efforts sont faits pour rapprocher les prestations de l'État, de la communauté, au plus près de la communauté. Quand nos enfants, à travers le programme des cantines scolaires, mangent à l'école, on permet aux parents de pouvoir vaquer à leurs occupations, mais c'est surtout de pouvoir faire une économie substantielle. Quand l'école, tout au moins une partie, l'école est devenue gratuite, on permet aux parents de pouvoir, en tout cas, affecter à d'autres dépenses les frais de scolarité. Quand les infrastructures routières sont mises en place, telles que cela l'est dans tout le pays, surtout à Cotonou, on permet à certains corps de métier qui, dans l'exercice de leur métier, prenaient pratiquement la moitié de leurs recettes à arranger leur moto du fait du caractère défectueux des routes. Aujourd'hui, ils n'ont plus à prendre cet argent-là. Ils n'ont plus à utiliser leurs recettes oui, mais pour pouvoir... Il y a un détail. Autrefois, on avait des structures comme
l'ONASA, je crois bien que c'est le mot, et bien d'autres structures qui permettaient de stocker, permettaient à l'État de stocker des produits de céréales, surtout qu'on revendait aux populations au bon prix. Pourquoi le gouvernement que vous tenez a sorti cette aubaine que nous avons au Bénin? En remplacement, qu'est-ce que nous avons? Écoutez, pour parler de l'ONASA, je souhaiterais que vous puissiez m'inviter une autre fois pour que nous parlions de l'ONASA. Mais de l'ONASA dans son fonctionnement. De l'ONASA, de ce que l'ONASA représentait. De l'ONASA, de ce que, est-ce que cette ONASA-là était véritablement au service des populations ou bien au service d'une frange de la population? Nous comprenons bien, soyons très clairs, les gouvernants actuels ont décidé qu'il est hors de question que d'autres travaillent à l'effet de la satisfaction des besoins de pense d'un petit groupe. Et que c'est très certainement, avec grand respect, nous faisons une grande référence à la prospérité partagée qui était chère au président Yahi Boni, que les gouvernants actuels ont décidé de traduire dans des faits, des gestes et des éléments de matérialité palpables. C'est important. Donc, je prends un rendez-vous, quel qu'il soit, le vôtre, je serai prête à venir échanger. Parce qu'il y a des chiffres. Il y a des chiffres qu'il faut montrer. Quand le riz japonais arrive et que ce riz-là doit être mis à la disposition des populations, s'il vous plaît, rappelez-moi pour qu'on puisse véritablement, il n'est pas rare de trouver ce riz japonais il y a quelques années en arrière sur des étals dans des marchés. Donc rappelez-moi et on viendrait, j'aurai mes fiches et les statistiques, des données chiffrées que je peux soutenir et on en reparlera. Puisque vous êtes là, actualité oblige, le président Talon est programmé pour aller au Brésil le 23 prochain. Pourquoi le choix du Brésil? Le Brésil, c'est quand même un grand pays. Mais pourquoi le choix du Brésil actuellement? Mais écoutez, je voudrais que tous les Béninois, surtout la jeunesse qui comprend, parce qu'ils l'ont démontré dimanche dernier, la jeunesse qui suit et qui voit, qui a même pratiquement le baromètre du développement de notre pays en main. Je voudrais que les gens comprennent que le président Talon, le gouvernement actuel, je voudrais que les gens comprennent que ce gouvernement-là met un point d'honneur à diversifier les partenaires qui accompagnent le développement de notre pays. Je pense qu'il n'est point un secret pour personne que dès l'arrivée du chef de l'État, qu'il y a certains intouchables qui ont été touchés. Il a été clair dans ses actes, en tout cas, pour qui est observateur de la vie socio-politique de notre pays, nous avons tout fait de comprendre que partout où on peut accompagner le Bénin dans son développement, partout où l'option de développement qui est mise en place peut correspondre en un point à ce qui est l'option prise dans notre pays, partout où cela se fait, le président ne se fait pas prier. Il va chercher le meilleur auprès des meilleurs pour le peuple béninois. Et c'est ça qui est le plus important. Est-ce que aujourd'hui, personne ne va rougir si on dit que le Brésil est un pays où, quand même, qui peut beaucoup nous apporter? Personne ne peut le nier. L'Inde, beaucoup nous apporter. La Chine, elle nous apporte déjà beaucoup. Je profite pour saluer nos jeunes sportifs qui sont en Chine en ce moment pour le mondial scolaire que je soutiens au passage. Vous parlez d'aller chercher ces compétences-là, ça veut dire qu'il faut aller jusqu'au Rwanda, jusqu'en Belgique, pour nous mettre ces étrangers-là à la tête de nos structures. Est-ce que les Béninois n'ont pas besoin d'occuper ces postes-là? Ne confondons pas. Ne confondons pas. Dans mon développement, il n'a jamais été question de ressources humaines. Je parle d'options de développement. Et dans l'option de développement, forcément, on entend effectivement des éminences grises qui peuvent accompagner.
Mais en même temps, on entend tous les mécanismes de financement, de prêt, d'accompagnement, d'aide au développement qui peuvent insuffler une force, un autre dynamisme à notre développement ici. Et donc, c'est de ça essentiellement qu'il est question. Et donc, pour moi, je pense que les gouvernants actuels sont assez avertis. Quand on dit gouvernants actuels, nous semblons oublier quand on dit gouvernants actuels, nous semblons oublier qu'il y a des mérites et d'éminents financiers, de hauts financiers qui ont été sur le toit de l'Afrique. J'entends notre ministre d'État coordonnateur de l'action gouvernementale. J'entends le ministre Pascal Irénée Koupaki, qui est une grosse figure des finances à l'international. Ils ont fait des grandes institutions. J'entends le ministre d'État en charge des finances aujourd'hui, monsieur Romuald de Wadayi. En tout cas, j'entends un peu que des jeunes veulent bien lui ressembler parce que les jeunes veulent bien qu'il leur explique comment ça se passe, tout ça à la tête de l'État, en tout cas pour ce qui concerne les finances et concerne l'économie. Malheureusement, qui reste pas trop à Cotonou, il est toujours en 2 avions. Mais c'est ça aussi le dynamisme insufflé à notre économie. C'est ça aussi l'option de développement qui est faite, qui est une nouvelle option et que nous sommes conscients que les gens peuvent ne pas comprendre cette option-là. Mais je profite justement de cette remarque que vous venez de faire pour saluer les efforts, la mutualisation des énergies. Vous voyez, la plupart, c'est vrai dans nos gouvernants, on n'a pas de très très jeunes non plus. Hein. Ils ont une famille, ils ont une vie privée. Vous venez de dire que quelqu'un est tous les jours dans les avions. Oui. Nous saluons ça, c'est sacerdotal. Ils ont compris ça. Et c'est cela que la jeunesse du littoral a compris, que la jeunesse du littoral est venue saluer. Et que nous, en tant qu'aînés, si on n'avait pas été à leur côté pour écouter ce que cette jeunesse avait à dire, ça aurait été une faute monumentale. C'est pour ça que nous sommes fiers. C'est pour ça que Fierté 229, s'il y avait à inventer une autre phrase, une autre assertion, un autre slogan pour accompagner, pour encourager et pour dire toute sa gratitude à toutes ces énergies qui se décuplent au service de notre nation, on ne pouvait pas trouver mieux. Honorable, actualité oblige. Comment avez-vous accueilli le premier navire chinois qui a chargé au niveau de la plateforme de Sémé? Après que, dans un premier temps, le gouvernement béninois avait quand même refusé qu'il accoste. Vous savez, anecdotiquement, il faut que les gens comprennent que le président de la République et son équipe, les gouvernants actuels, parce que c'est comme ça qu'il me plaît de les appeler, qui ne partent pas billes en tête. Quand on a dit non, c'est non. Non. Ils sont à la réflexion au quotidien. Et que, contrairement à d'autres gouvernements, à d'autres gouvernants que nous avons eus ici, ils ne sont ni bellicistes, ni belliqueux, ni revanchards. Ils ont l'intérêt général chevillé au corps. Les jeunes qui sont sortis le dimanche 19 mai 2024, donc dimanche de Pentecôte, je m'avais cité 2 de leurs phrases. Ils disent, lorsqu'on sert l'intérêt général, on ne s'excuse pas d'avoir agi avec courage. Le président de la République, les gouvernants actuels, dans le cas spécialement du différend, de ce qu'il est convenable de traiter de différend entre le peuple frère du Niger et celui du Bénin, ils n'ont pas à s'excuser d'avoir agi tel qu'ils l'ont fait. Ils disent, quand on sert l'intérêt général, l'impopularité d'un jour peut devenir l'estime du lendemain. J'en veux pour preuve ce bateau-là qui a embarqué avec effectivement le pétrole chinois à bord,
qui n'est ni plus ni moins la résultante Le pétrole nigérien. nigérien. Mais pour moi qui est en route pour la Chine, est-ce qu'il ne devient pas, parce que la Chine est le payeur? Oui. C'est pour la Chine. C'est pour la Chine. Croyez-moi, la Chine en est le payeur. Et donc, pour moi, c'est le fruit de la compréhension mutuelle. C'est le fruit du fait que l'intérêt général prend le dessus sur les égos surdimensionnés qu'on peut souvent dénoter chez certains qui ont le gouvernail entre leurs mains. Et donc, pour moi, c'est fort heureux que c'est un dénouement heureux. Oui, dénouement heureux, n'en déplaise que jusqu'à présent, du côté de Niamey, les frontières ne sont pas ouvertes. Pourquoi, selon vous? Mais écoutez, les frontières sont ouvertes, à ce que je sache, ailleurs, pas au Bénin. Moi, je voudrais profiter de cette question que vous me posez pour rappeler à nos frères béninois qui prêtent le flanc, qui sur le sol nigérien s'emploient à s'adonner à des élucubrations qui peignent notre pays, le Bénin, en noir, qui s'emploient à des élucubrations qui font montre carrément d'un déséquilibre à peu près mental, qui salissent, qui pensent qu'ils salissent le Bénin. Ils ne salissent pas le Bénin. Ce n'est pas parce qu'ils évoluent sous pseudo. Nous connaissons leur nom, nous savons comment ils appellent, nous connaissons leur patronyme. Nous savons que ce sont des enfants du Bénin qui portent des noms dignes, des noms respectables, qui portent des patronymes respectables historiquement. Dans notre pays, je voudrais juste, à mon petit niveau, en tant qu'élu de la nation, je voudrais juste demander au président de la République, à ses ministres, à tous les acteurs qui sont capables d'œuvrer pour que cesse imagrer, pour que cesse ces formes d'apatridie dans lesquelles le Niger trouve un peu son grain à moudre. Je voudrais que ça cesse. Oui, vous faites allusion à quoi? Vous faites allusion à une donnée juridique qui puisse au moins permettre au gouvernement béninois de limiter un certain Kémy Séba dans ses diatribes? Vous savez, le gouvernement béninois ne se servira jamais de loi ni de la justice pour limiter qui que ce soit. Le Bénin est encore une terre de liberté. C'est pour cela qu'on peut encore dire toutes ces élucubrations. C'est pour cela encore qu'on peut donner cours à tous ces mots que vous entendez qui en réalité dépeignent leur auteur dans ce qui lui est convenable d'appeler, je ne sais pas, le combat qui est le sien. Parce que le combat dont il parle, il est trop jeune pour parler de ce combat. Le combat dont il parle, il n'en connaît pas un dixième de l'essentiel. On dit souvent aux hommes bien nés, la valeur n'attend pour nous des années. S'il vous plaît, les heureux pères de la littérature française, ça c'est Corneille qui l'a dit, dans le Cid, croyez-moi, s'ils avaient troqué leur nationalité, leur culture, s'ils avaient voué aux gémonies, l'essentiel de ce qui fait l'essence même de leur nature humaine, on ne serait pas là à les citer abondamment. Nous ne serions pas là à faire apprendre à nos enfants ces ouvrages-là. Si ceux qui aujourd'hui font montre d'une apatridie pitoyable veulent laisser ce genre de souvenirs dans les cahiers de l'histoire pour la postérité, grand bien leur en face. Mais notre jeunesse, elle aura compris. Notre jeunesse a compris que là où l'effort est, la paresse commence à pleurer. Là où il y a l'effort, là où il y a des résultats,
le fainéantisme commence à trouver des raccourcis, notre jeunesse les invite à vraiment venir mettre la main à la pâte pour continuer l'œuvre de reconstruction nationale. Le groupe de mots reconstruction nationale est choisi à dessein. Notre pays est sur le chemin, notre développement est à construire. Nous en avons amorcé les grands pas. Il reste à ancrer ces pas dans le sol du Bénin et pour que les enfants du Bénin, debout demain, puissent profiter de ce qui est fait. Que les enfants du Bénin, debout demain, puissent chanter leur fierté. Merci, honorable député. Votre éloquence et votre rhétorique vont finir par nous faire oublier l'énonciation de temps qui nous a imposé. Nous sommes presque au thème du temps de cette émission. Et madame l'honorable députée, est-ce que vous avez un mot de fin, comme on le dit de façon classique? Mon mot de fin, vraiment, merci infiniment pour m'avoir invité. Mon mot de fin sera pour la jeunesse de notre pays. C'est vrai que la langue que nous empruntons, qui est la langue française, on dit qu'on peut considérer qu'on est jeune quand on a entre 7 et 77 ans. Donc nous sommes autour de cette table, nous sommes tous jeunes. C'est vrai que notre conception de la vie, que nos expériences de vie, nos origines en elles-mêmes montrent les empreintes que la vie nous a laissées, montrent nos ambitions, montrent surtout, indiquent surtout comment je vais dire ça, nos perspectives. Faisons tout pour continuer de donner de l'espoir à notre jeunesse. Ce sont nos enfants, ce sont nos jeunes frères, ce sont nos jeunes sœurs. Dans un Bénin idéal, il serait bon que tous les jeunes unis du Bénin se mettent ensemble pour dire à leurs aînés, à leurs papas, à leurs mamans, qui gagnent, qui vont à la conquête du pouvoir et qui le gagnent, d'exercer le pouvoir véritablement en ayant l'intérêt général chevillé au corps, d'exercer le pouvoir en pensant à la jeunesse. Cette jeunesse-là qui aujourd'hui, avec l'aide des nouvelles technologies, cette jeunesse-là avec la liberté qu'elle arrache, cette jeunesse-là avec la conscience qu'elle se fait des choses de ce monde aujourd'hui avec les mutations, elle ne demande qu'à être une grande partie prenante de ce concert-là que nous voyons, en tout cas qu'à Cotonou, nous saluons. Cotonou aujourd'hui est une ville plaisante, quand bien même il reste des efforts à faire. Et c'est pour cela que nous appelons, c'est pour cela que nous lançons un appel au gouvernement, que de façon inlassable, nous avons bien choisi le mot, de façon inlassable, infatigable, qu'il continue de développer nos villes, nos campagnes, et que plus jamais personne ne soit éloigné, qu'aucun citoyen ne soit éloigné des prestations communautaires telles que le système est bien huilé aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, honorable député. Mesdames, Messieurs, comme on le dit sous dossier, je pense que chacun de vous a gagné son salaire. Notre invité a, de façon géniale, expliqué comment est intervenue cette cherté de la vie. Elle a regretté le comportement de certains qui s'appuient sur le Bénin pour gagner leur salaire ailleurs en vilipendant notre pays et notre cher président. L'honorable député a aussi peint, comme cela se doit, l'engouement, la détermination de notre jeunesse aujourd'hui à accompagner ce qui est fait du bien. Elle a aussi invité les gouvernants à tenir bon et à continuer inlassablement, comme elle a si bien le dit, l'œuvre entamée pour une bonne fin. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions de votre fidélité. C'était
le Grand Oral. À la prochaine. Merci.